Merci pour votre présence. Moi, je m'appelle Thomas, je suis développeur web chez Théodo. Du coup, Théodo, on est une entreprise de services, donc on fournit du conseil et de la réalisation d'architecture et d'applications web. Donc, on travaille avec des clients hyper variés, ça peut être des petites startups, des grands groupes ou du service public. On a des clients qui sont dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la finance ou des biotech. Et du coup, à chaque fois, on vient fournir la conception et l'implémentation d'une architecture et d'une application web. J'ai rejoint Théodo il y a un peu moins de 2 ans, mais l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui a commencé avant ça. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon premier projet perso et du coup vous expliquer pourquoi les choix d'architecture et les choix de stack, c'est important. Du coup, c'est une histoire qui commence peu de temps après mon premier stage de césure, donc j'ai mis un premier pied dans le développement web. Je maîtrise pas encore énormément d'outils, mais j'ai l'envie de me lancer dans un projet perso, donc une petite application. Je pars sur ce que je connais tout simplement. Donc à l'époque, j'ai appris à coder en Angular, donc je fais une application avec Angular. Et puis je choisis, puisque j'ai besoin d'un pseudo backend, je choisis d'héberger une base de données sur Supabase. Si jamais c'est des outils que vous connaissez pas, on va revenir un peu plus dessus dans la suite. Euh, mon appli Angular est hébergé sur Netlify, donc c'est un service d'hébergement comme un autre. Jusque-là, c'est efficace, ça fonctionne bien. Les problèmes commencent un petit peu plus tard quand j'ai envie de complexifier tout ça. Du coup, un peu après mon arrivée chez Théodo, donc j'ai appris d'autres outils, notamment j'ai appris à coder des back-ends. Et du coup, j'ai envie d'ajouter certaines fonctionnalités à mon application. Des fonctionnalités qui auraient probablement pu être implémentées directement grâce à Supabase parce qu'ils fournissent des services qui sont assez intéressants en termes d'authentification. Ils fournissent un serveur d'envoi d'email ou quelques fonctionnalités comme ça. Mais moi, j'ai envie de coder une application Symfony. Je fais ce que je veux, c'est mon projet perso. Donc juste pour m'amuser et mettre en œuvre ce que je viens d'apprendre, je décide d'ajouter du coup une application en PHP en utilisant Symfony et API Platform. Donc là, le problème qui survient, c'est que jusqu'à maintenant, j'avais pas de back-end, j'avais juste une application front-end et un client qui interagissait directement avec les API de Supabase. Et du coup, tout ça, faut le virer. Il faut que je vire mon client qui s'est propagé un petit peu partout dans mon front-end. Donc, il faut que je reconnecte mon front-end à cette nouvelle API que j'ai ajoutée. Et puis, comme j'ai choisi Heroku comme système d'hébergement pour mon back-end, j'ai décidé également de migrer ma base de données et d'héberger ma base de données au même endroit, donc sur Heroku également. Donc, ma nouvelle application ressemble à ça. Et puis là, certains d'entre vous savent peut-être déjà ce qui va se passer ensuite. Heroku a mis fin à son service gratuit. Certains d'entre vous ont encore peut-être des traumatismes à cause de ça. Donc, il faut que je trouve un nouvel hébergeur. Ce que je fais relativement facilement, j'ai décidé de migrer vers Railway, qui est un autre système d'hébergement. Le problème avec Railway, c'est que le support de Symfony n'est pas excellent, ou en tout cas, j'ai pas réussi à faire fonctionner tout de manière aussi directe que sur Heroku. Au début, ils fournissent une intégration où à partir des fichiers de configuration Heroku, ils vous montaient directement l'application Railway. Ils ont mis fin à ce support au bout de quelques mois. Et puis, de toute façon, Railway a également mis fin à son service gratuit. Donc retour à la case départ. J'avais en plus migré la base de données. Enfin, j'avais dû reconstruire toute mon app. Il faut que je trouve une nouvelle solution. Et en fait, ce que j'ai fini par faire finalement, c'est revenir vers Heroku parce que le support de Symfony marchait bien. Donc je suis voilà, j'ai simplement remis l'application là-dessus. Et pour ne pas payer 115 services supplémentaires, j'ai pas hébergé ma base de données sur Heroku. Je suis revenu sur Supabase. Et donc du coup, il a fallu que je fasse une petite intégration pour reconnecter ma base de données à mon service API. La morale de cette histoire, c'est que réfléchir à son archi, c'est mieux de le faire avant de commencer à coder. En particulier si vous êtes sur des projets professionnels avec des clients et des projets potentiellement compliqués qui ont vocation à scaler, faut évidemment se poser les bonnes questions. Et du coup, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une autre stack que je trouve beaucoup plus simple,
qui, si je l'avais connu à l'époque, m'aurait évité pas mal d'allers-retours. C'est évidemment une seule manière parmi beaucoup d'autres de construire une application full stack. Mais voilà, celle-ci a, je trouve, le mérite d'être assez bien documentée, très facile à déployer. Et en fait, bah, si jamais vous êtes sur un projet perso où vous envisagez pas des besoins extrêmement complexes, si vous êtes sur des interactions CRUD avec votre base de données, ou même si vous êtes en train de monter un POC, un MVP pour un client, ça vous permet d'avoir quelque chose en production extrêmement rapidement. Et en quelques heures de dev, vous avez une application full stack qui est bah, prête à l'emploi, pratiquement. Du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin dans une application bah, c'était déjà un petit peu dans le titre de la présentation, donc vous savez déjà peut-être un peu de quoi je vais parler. On a besoin déjà d'une base de données. On a besoin d'un moyen d'interagir avec cette base de données, donc de modifier la donnée et de la récupérer. Donc ça peut être fait au moyen de requêtes SQL ou au moyen d'un ORM ou de divers outils qui permettent d'interagir avec la base de données. Et puis ensuite, vous avez besoin d'un lien entre bah, votre base de données et votre front-end. Du coup, ce que je voudrais vous présenter, c'est cette stack-là, qui, euh, qui est composée du coup d'une base de données que je continue d'émerger sur Supabase. Supabase, du coup, ils se définissent comme une database as a service, donc c'est un peu l'équivalent d'un software as a service ou d'une plateforme as a service, mais du coup, ils se concentrent sur la partie hébergement de base de données. Je trouve que l'avantage qu'ils ont, c'est que ils ont déjà ils sont extrêmement faciles à mettre en place. En quelques clics sur leur interface, vous créez un projet, vous avez une base de données PSQL qui est prête à l'emploi. Ils ont aussi bah, du coup une interface qui est très pratique pour monitorer, pour visualiser votre donnée. Et ils ont un certain nombre d'API que je conseille pas d'utiliser parce que, bah, comme je l'avais fait dans mon premier projet, j'utilisais directement les API de Supabase pour interagir avec ma base de données. Et en fait, ça introduisait un couplage très fort entre mon front-end et mon modèle de données. Du coup, dès que j'ai voulu modifier ça et passer à une API, bah, en fait, il a fallu que je fasse des modifications extrêmement compliquées et j'étais un peu prisonnier de ce modèle-là. C'est pour ça que je propose plutôt de mettre une interface entre votre application et votre base de données. Et cette interface, c'est un ORM, donc un système de Object Relational Mapping. Donc c'est tout simplement un object, enfin c'est tout simplement un outil qui va faire la conversion entre votre base de données SQL et votre code, donc en l'occurrence le code en TypeScript. Cet ORM, c'est Prisma. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres pour le TypeScript, mais il marche extrêmement bien. Et du coup, je propose de construire une application full stack, donc grâce à Next. Du coup, Next qui combine le front-end en React et la possibilité d'avoir une API ou des fonctions serveurs grâce à la base de Node.js. Et puis, puisque c'est un peu la solution par défaut quand on fait du Next, héberger ceci sur Vercel parce que ce sont les mêmes équipes qui sont derrière Next et Vercel. Donc vous trouverez toujours de la documentation sur comment ça fonctionne. Vous êtes toujours à peu près certain qu'il y aura une compatibilité entre ces outils-là. Et globalement, c'est un peu la manière par défaut, dès qu'on fait du Next, d'héberger son application. Alors, je vous propose de faire ça un peu en direct. Donc déjà, bon, j'ai fait une première étape sans vous le montrer, qui est bah, simplement la création, l'initialisation de l'app. Donc ça se fait en une ligne de commande. Je l'ai fait avant tout simplement parce que je voulais bah, mettre ça sur un repo Git. Voilà, donc c'est des étapes qui sont pas forcément très intéressantes. Mais du coup, on en est là. On a créé une application Next avec tout son contenu. Euh, Hop, tout ceci, c'est des dossiers vides, on les verra juste après. Et donc, à partir de là, il suffit de lancer une commande npm run dev pour avoir l'application qui tourne dans un environnement local. Donc là, quand on lance l'application de cette manière, quand on a créé l'application Next, on a immédiatement accès à l'application et à tout un système d'API. Notamment, il y a cette très jolie front page dont la première étape quand on développe, c'est de se débarrasser. Du coup, la première étape, ça va être d'ajouter Prisma. Donc ça aussi, ça se fait très simplement. Donc Prisma, c'est l'ORM dont je vous ai parlé. Ça se fait très simplement en deux lignes de commande. Tac, tac, tac. La ligne de commande, c'est celle-ci. Hop. J'ai peut-être pas besoin de faire des copier-coller. J'ai peut-être directement les commandes dans mon historique.
Yes. Donc là, on a installé Prisma. On va également installer le Prisma Client. Donc le Prisma Client, c'est une librairie qui nous permet d'interagir, enfin de récupérer les types et du coup d'interagir avec notre ORM. Yes, j'ai là. Du coup, à partir du moment où on a fait cette étape, on voit qu'on a immédiatement un certain nombre de fichiers qui sont créés avec. Donc ça, c'est juste l'installation de la librairie. Donc là, on a installé nos deux librairies et maintenant, il suffit de nous faire une petite initialisation. Et on a immédiatement Prisma qui est fonctionnel dans notre application. Donc là, on voit qu'on a des fichiers qui ont été créés. Un fichier schéma Prisma qui va contenir toute la déclaration de notre modèle de données. Et on a un fichier env qui va contenir l'URL de notre base de données. Donc pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose. La prochaine étape, c'est justement de créer une base de données. Du coup, on va ajouter Supabase sur notre environnement local. Donc npm install Supabase save dev. Pourquoi est-ce que j'ajoute Supabase dans mes dépendances de dev? C'est tout simplement parce que ça me fournit un environnement local avec la même interface que celle dont je peux disposer sur mon projet de production. Et du coup, ça me permet de visualiser en permanence les changements que j'effectue sur ma base de données. Donc pareil, il faut que je fasse un petit Supabase init. Non, non. Et à partir de là, on voit qu'on a généré des fichiers supplémentaires, notamment des fichiers de configuration pour Supabase, et un fichier seed SQL qui vous permet, si vous en avez envie, de créer des données de fixture qui seront automatiquement ajoutées dans votre base de données quand vous lancerez l'environnement. À partir de là, j'ai plus qu'à lancer, donc npx Supabase start. Et on va voir que j'ai accès du coup à un environnement local avec une interface dans laquelle je trouve ma base de données. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais on va la voir apparaître tout de suite après. Et oui, l'effet démo. Évidemment, c'est le moment où ça décide de prendre du temps. Mais ce qu'on va pouvoir voir juste après, voilà. Donc là, on voit qu'on a accès à une URL pour le studio. Donc ça, c'est l'URL locale de votre interface. Et on a également cette petite URL pour la base de données locale. C'est cette URL qu'on va venir mettre pour connecter à Prisma. Donc là, dans notre fichier d'env, on va remplacer l'URL qui avait été générée automatiquement par l'URL de la DB locale. Ça, a priori, vous pouvez le commiter sans risque. Hein, c'est juste une URL locale. Il va rien se passer avec. De toute façon, on va effacer, enfin, on va la surcharger quand on déploiera en prod. Et du coup, à partir de là, on doit pouvoir voir notre interface locale. Donc, on a accès à un projet Supabase qui, pour l'instant, est vide. Donc, l'étape suivante, ça va être de créer un premier modèle de données. Et pour pas prendre trop de temps, je vais virer tout ça et je vais changer de branche. Donc là, on doit être à la step 3, je pense. Tac, donc là, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, donc là, on voit que je suis allé rajouter une petite librairie. Une petite librairie tout simplement pour exposer mon client Prisma dans mon application Next. Et dans mon fichier Prisma, je suis allé créer un premier modèle de données. Donc je crée un livre avec un titre et une date de publication. Et à partir de là, en une seule commande, donc npx Prisma migrate dev. Donc là, je vais créer une migration et je vais l'appliquer sur ma base de données. Donc je vais l'appeler create book, create book model, parfait. Et là, Prisma m'a automatiquement généré une migration. Et
à appliquer cette migration sur ma base de données. Donc maintenant, dans mon environnement local, je vois que j'ai une table migration et que j'ai une table book qui contient toutes mes informations. Donc j'ai bien ma connexion qui a été faite entre mon ORM et ma base de données. L'étape suivante, ça va être de complexifier un petit peu tout ça. Donc pareil, je vais virer les fichiers et changer de branche. Non. Tac, tac, discard, delete. Si je passe à la step 4, qu'est-ce que je suis venu faire de plus? Bah là, tout simplement, c'est la partie applicative. Donc, je vous ai un peu menti quand je vous disais qu'on pouvait être en prod en 30 minutes. Il faut évidemment le temps de créer vos premières fonctionnalités. Mais c'est littéralement ça la partie la plus longue, hein, c'est créer des hooks, créer des composants. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé complexifier un peu mon modèle. J'ai ajouté un lien, j'ai ajouté notamment un modèle auteur et j'ai dit que mes livres avaient été liés à un certain auteur. Et puis je suis allé créer des composants, des routes API du coup pour interagir avec mon client Prisma. Donc là, par exemple, j'ai une route qui me permet de créer des auteurs. Donc j'ai une route post et je vois que je fais des appels à mon prisma.author. Et que je crée mes données extrêmement facilement juste en faisant des appels à ce client Prisma. Et puis, bah, je suis allé créer des composants. Donc là, j'ai créé une home page avec des formulaires. Je vais vous la montrer tout de suite. Je pense qu'il faut juste, vu que j'ai fait des changements de branche, il faut que je fasse des petits npx prisma-db push. Donc ça, c'est une commande qui permet de pousser votre modèle qui est dans votre schéma, de le pousser directement dans votre base de données. Je déconseille de faire ça parce que ça va beaucoup moins marcher quand vous allez vouloir le faire en prod. Je vous conseille toujours de passer par des migrations et du coup de générer vos migrations au fur et à mesure. Mais du coup, maintenant, dans ma base de données, j'ai bien toutes mes tables et ici, j'ai bien une home page qui s'appelle pas home page, qui s'appelle juste home. Faut que je refasse un petit npm install parce que j'ai ajouté des librairies entre temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque quelque chose. Add to packages. J'ai pas mes packages. Aïe aïe aïe, c'est l'effet des mots. Il est où mon package.json? Là, j'ai bien mon SWR. J'ai fait un npm install. Ouais. Oui, probablement. Bien vu. Voilà. Et donc maintenant, j'ai de super beaux formulaires qui me permettent d'ajouter des livres et des auteurs avec toujours bah, en direct, puisque je fais les modifications dans ma base de données, je peux les suivre en temps réel. Et ça me permet du coup, voilà, donc tout ça c'est la partie applicative, c'est pas forcément le plus intéressant. Hop, il faut pas que j'oublie de créer mon auteur. Voilà, donc on voit qu'on a bien la connexion qui a été faite avec notre base de données et je peux monitorer tout ça dans mon environnement local. L'étape suivante, c'est évidemment de déployer ça en production. Donc pour ça, la seule chose qui manque, ça va être de s'assurer que mes migrations soient bien jouées sur la base de données de production. Pour ça, il faut que je pour ça, il faut que j'ajoute juste une commande dans mes scripts. Ici, dans mon package, je suis allé ajouter une commande Vercel build qui me permet de générer le client Prisma et d'appliquer les migrations sur ma base de données. Et donc ça suffit pour que au déploiement sur Vercel, eh bien, les migrations soient jouées et du coup, j'ai toujours une synchronisation entre ma base de données et mon modèle. Du coup, pour la dernière étape, je vous propose de faire ça. Donc ça, c'est Supabase, leur interface du coup de production. Je vais créer un nouveau projet. Je vais mettre ça dans mon organisation par défaut. Je vais l'appeler NextMabase. Je vais mettre un mot de passe.
Je vais mettre quelque chose de simple puisque je vais avoir besoin de le sauvegarder. On va mettre azerty uyop. Ne faites pas ça en production, évidemment. Voilà, bon, c'est pas très fort, on s'en moque. Create new project. Ah, il est pas satisfait. Il m'oblige à mettre un strong password. C'est gentil de sa part. On va mettre azerty avec une majuscule. On va mettre un underscore et on va mettre 1, 2, 3. Toujours pas? Ouais, on va essayer ça. Sinon, je vais générer un mot de passe, hein, mais ouais, effectivement. On va essayer. Je suis un super développeur. Voilà. Et du coup, donc là, il faut attendre un petit peu le temps qu'ils initialisent le projet, mais du coup, en attendant, je vous propose de gagner un peu de temps et de faire le déploiement sur Vercel également. Donc sur Vercel, on va pouvoir importer un projet et faire ça directement depuis GitHub. Du coup, on va pouvoir suivre la branche main, et donc dès qu'on va mettre un commit sur la branche main, ce sera automatiquement déployé. Il n'y a pas besoin de changer ces commandes-là puisqu'on a mis le script dans notre package.json. Il y a juste l'environnement, la variable d'environnement où on va devoir mettre notre base de données. Donc là, c'est database URL. Je vais coller ça quelque part pour pas le perdre. Et on va pouvoir, une fois que le projet est fini de setup, donc dans quelques instants, on va pouvoir récupérer l'URL de la base de données de production et la mettre dans Vercel. Je suis désolé pour cette petite attente. On y est. Voilà, vous voyez que c'est quand même pas très long. Donc là, dans les project settings, je vais pouvoir récupérer l'URL de ma database. Donc je vais mettre ça dans ma variable d'environnement. Je vais juste remplacer le mot de passe. C'est moi qui ai mis des espaces. Je suis pas sûr que ça fonctionne du coup. J'espère que je me suis pas planté. On va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, il a l'air d'être bon, mais je pense que dès qu'il va vouloir jouer les migrations, il va se mettre à râler en disant que la variable d'environnement est pas la bonne. Donc là, il est en train de déployer. Euh, du coup, l'idée derrière tout ça, c'est que là, on a fait ça en même pas 20 minutes. Évidemment, ça prend un peu plus de temps si vous voulez monter un vrai POC, mais vous pouvez très facilement avoir une application full stack prête à l'usage. Et du coup, soit c'est un projet perso où vous n'avez pas un besoin extrêmement complexe, vous n'avez pas besoin d'un déploiement sur AWS avec 15 API, 15 configurations. Ou alors c'est juste un POC, une première itération que vous voulez mettre en prod rapidement. Mais du coup, ça fait à peu près tout ce dont on a besoin dans une application, hein. On a la possibilité de créer des routes API. Je vous conseille quand même, même si on est sur une application full stack, de passer par des routes API plutôt que d'aller taper directement dans votre base de données. La raison, c'est que plus vous avez d'interfaces et plus vous êtes découpé, plus ce sera facile à faire évoluer par la suite si jamais vous voulez rajouter des outils ou modifier la manière dont vous interagissez avec vos différentes parties. Donc là, on voit que le projet a été fini de setup. Du coup, si tout s'est bien passé, on peut voir déjà dans notre base de données de prod que on a toutes nos tables qui ont été créées avec. Ça vient d'où ça? Ouais, mais books to category. Ah, est-ce que j'ai déployé? Bon, j'ai dû déployer la version draft où j'avais mis plus de tables, mais peu importe à la limite. Et donc là, on doit pouvoir accéder à notre URL, settings, général. Comme vous pouvez le voir, je suis pas encore très fluent en Vercel, mais on doit pouvoir trouver. Donc ça, c'est un déploiement. Voilà, ici le domaine. Si je vais sur mon application et que je vais sur la home, ouais, effectivement, j'ai dû déployer le mauvais repo Git, j'ai dû déployer le draft. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va aller sur la page Books.
Je suis désolé pour cette agression visuelle, c'est vraiment un brouillon que j'avais fait pour tester le truc. Si j'avais déployé le bon repo GitHub, on aurait vu quelque chose comme ça, ce qui est un peu moins... voilà, c'est beaucoup mieux. Ça, évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez montrer à un client. Voilà. My point stains. Le reste de mon argumentaire est quand même valable. Du coup, pour conclure très rapidement, pour aller un peu plus loin, là j'ai fait les choses de manière séparée, c'est-à-dire que j'ai d'abord créé une application Next et ensuite j'ai créé Supabase, Prisma et j'ai ajouté tout petit à petit. Vous pouvez aller encore plus vite grâce à des outils comme par exemple Create T3 App. C'est un outil qui en une seule ligne de commande vous set up toute une application avec notamment vous avez la possibilité de choisir un ORM dont Prisma. Vous avez la possibilité de choisir un système d'authentification, donc par exemple NextAuth, qui est une librairie parmi les plus utilisées pour l'authentification en Next. Et donc en une seule ligne de commande, il vous fait tout le setup avec l'interaction notamment entre Prisma et NextAuth. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser des outils comme ZenStack qui sont une surcouche de Prisma. Donc ça se base sur le fonctionnement de Prisma, mais ça vous fournit des utilisations supplémentaires, comme par exemple vous avez la possibilité de définir des access control layers, donc de définir des droits d'accès directement dans votre modèle de données. Et donc en fait là, votre modèle de données devient vraiment la source de vérité de votre modèle métier avec non seulement la description de vos objets, de vos tables, etc., mais aussi les règles qui vous permettent de dire qui a le droit d'accéder à vos tables et de quelle manière. ZenStack vous permet également de créer des routes CRUD automatiquement et même de générer des hooks, du coup React pour appeler ces routes API. C'est quelque chose que je conseille pas, encore une fois pour la même raison, hein, c'est que ça introduit un couplage très fort entre votre modèle de données et votre front-end, puisque les hooks sont directement générés à partir de votre modèle de données. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est générer automatiquement les routes API et à partir de la description de votre API, utiliser des outils comme Orval ou OpenAPI Generator pour générer vos hooks. Et du coup, vous avez un couplage un peu moins fort puisque vos hooks sont basés sur votre API. Et si jamais un jour vous voulez introduire un backend ou modifier votre API ou faire des routes custom, et ben ce sera toujours une bonne source de vérité pour vos hooks dans le front-end. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre.